est-ce qu'on serait pas sur l'un des meilleurs Raw de l'année avec l'un des meilleurs publics de l'année? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 5 août 2024. Juste pour information, je me suis créé un compte PayPal, donc pour ceux qui veulent me soutenir en me faisant un don, n'hésitez pas. Clairement le but c'est de récolter assez pour m'acheter un nouveau PC pour pouvoir faire à nouveau des lives. C'est le but à moyen terme, donc évidemment si vous pouvez, n'hésitez pas à faire des dons. Tous les dons sont acceptés et surtout les donateurs seront remerciés à chaque fin de vidéo. Le show rouge débute avec le nouveau champion du monde poids lourd Gunther qui est venu célébrer sa victoire en tant que champion du monde poids lourd et accueilli par le The Kaiser. Il est acclamé par le public et promet un règne de champion historique. Mais il est interrompu par un certain Randy Orton qui n'a toujours pas digéré la finale du tournoi King of the Ring et vient lui rappeler que s'il est champion aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a battu. Mais est-ce qu'il l'a vraiment battu? Questionne Randy Orton en rappelant que ses épaules n'étaient pas toutes les deux au sol quand l'arbitre a fait le tomber et trouverait ainsi normal qu'il y ait un Gunther contre Orton numéro 2. Gunther n'a rien contre et lui propose même le match parce que ne pas avoir battu Orton clean le dérange un petit peu aussi. Il lui propose alors Bash in Berlin qui sera presque chez lui. Le match est donc déjà officiel. Alors on n'en a rien à faire du brand split, hein. Raw, SmackDown, on s'en fiche hein, parce que je rappelle que Randy Orton est une superstar de SmackDown, qu'il est à Raw là tranquillement comme si de rien n'était. Alors oui le match est génial sur le papier, oui le match fait sens parce que l'histoire est toute écrite, l'histoire est toute faite, les épaules de Orton n'étaient pas arrivées totalement au sol lors de King of the Ring, bien sûr, c'est parfait. Sauf que, encore une fois, Randy Orton n'est pas une superstar de Raw, il n'a rien à faire ici. Donc je suis assez partagé, je suis hyper hypé, j'ai envie de voir ce match. Parce que Gunther contre Orton, c'est l'un de mes matchs préférés de l'année. Donc oui, j'ai envie de voir un deuxième round, mais ça ne fait aucun sens. Et on enchaîne directement avec Sheamus face à Ludwig Kaiser, un combat de 12 minutes. C'était fantastique, réellement fantastique, parce qu'en plus de cela, la première de Raw n'a pas de pub. Et donc du coup ce match de 12 minutes est sans interruption et c'est du pur bonheur, du pur plaisir. C'est un banger comme aimerait bien le dire Sheamus. Chaque combat de Sheamus maintenant est un banger, j'ai envie de dire. C'est d'une brutalité, d'une intensité totalement dingue. Évidemment les deux torses des deux superstars vont prendre très cher, vont tourner au violet très rapidement, mais c'est ce qu'on aime. Il faudrait quand même mettre plus de respect sur Sheamus, sur le catcheur qu'il est aujourd'hui. Dès qu'il est présent dans un match, je sais que je ne vais pas m'ennuyer. Il y a un enchaînement d'Atemi au tout début du match, puis en fin de combat où les deux se mettent d'énormes claques dans la gueule. Non, franchement, c'est génial. On a un Pindon qui veut intervenir pendant le match mais va louper son intervention. Sheamus va lui mettre un énorme coup de genou. Sheamus va revenir sur le ring. Kaiser pense le surprendre, mais Sheamus va mettre un énorme coup de genou à Ludwig Kaiser, puis Brock Kick, 1, 2, 3, victoire de Sheamus. Superbe match, superbe ambiance du côté de Baltimore. Rien à dire de plus, c'est que du plaisir. Priest est sur le ring pour s'adresser à Finn Balor qui l'a trahi samedi à SummerSlam. Il a toujours été solitaire mais pensait avoir trouvé une famille avec le Judgment Day. Mais après ce qui s'est passé samedi et les réactions du public, il sait qu'il a une nouvelle famille chez les fans. Finn Balor apparaît sur l'écran pour lui répondre. Il dit que Priest a cherché ce qui lui est arrivé en se prenant pour le leader du Judgment Day alors que le clan n'était pas censé en avoir un. Balor se rappelle aussi que Priest lui a coûté sa chance de devenir champion l'année dernière. Il le qualifie de loser qui ne mérite même pas qu'il l'affronte. Il ajoute qu'il recommencera, il le poignardera dans le dos une nouvelle fois quand il s'y attendra le moins. Balor termine en présentant sa nouvelle famille qui est composée de Carlito, JD McDonagh, Dominic Mysterio et Liv Morgan. J'ai beaucoup apprécié de voir un Damien Priest qui certes a perdu le titre mais est beaucoup plus touché par la fin du Judgment Day et par la trahison de Finn Balor que de la perte de son titre, et c'est plutôt logique. On avait vu ce face turn se faire depuis quelques semaines et là se faire trahir, ça confirme totalement ce face turn et donc il va affronter le nouveau clan heel du Judgment Day. On y voit rajouter Liv Morgan qui d'ailleurs fait déjà des bisous à Dominic Mysterio. Ils sont bien impliqués les deux, hein, c'est tout ce que je dirais de plus. Mais Damien Priest une nouvelle fois est hyper crédible et obtient facilement des réactions du public. Affaire à suivre, mais cette histoire peut être très bien menée. Lyra Valkyria fait face à Shayna Baszler dans un combat de 2 minutes. Pas grand chose à dire sur ce match, même si honnêtement c'est pas mauvais du tout. J'aime bien ce que fait Lyra une nouvelle fois. Il y a une superbe powerbomb qu'elle arrive à porter en toute en puissance
qui est assez sublime, mais sinon ça ne va pas plus loin parce que lorsqu'elle pense pouvoir gagner ce combat, eh bien le clan de Sonya Deville va intervenir, disqualification, victoire de l'Aera Valkyria, mais tout de suite après, on a Damage Control qui vont venir faire le ménage sur le ring. Damage Control qui continue sa guerre contre le clan de Sonya Deville. On sait que plus tard dans la soirée, on aura Dakota Kai face à Sonya Deville. CM Punk est sur le ring. Il dit que malgré la défaite de SummerSlam, il est de bonne humeur. Il salue la victoire de son ami, le combattant palestinien Belal Mohamed, devenu champion welterweight à UFC 304, et il est heureux car il a pu combattre à SummerSlam. Les médecins l'avaient vu absent pendant 9 mois et lui est finalement revenu au bout de 5 mois. Alors il est heureux, mais il est interrompu par Seth Rollins qui, une fois au bord du ring, retire sa veste et prend le micro pour dire que lui aussi est de bonne humeur et prêt à se battre. Les deux catcheurs s'apprêtent à en venir aux mains, mais ils sont interrompus par McIntyre qui vient une nouvelle fois narguer CM Punk avec le bracelet qu'il possède toujours. Punk va alors quitter le ring pour poursuivre McIntyre à travers la foule, mais pendant ce temps sur le ring, Rollins va être attaqué par Bronson Reed. Il va passer à tabac Seth Rollins avec plusieurs splashs du haut de la 3e corde. La sécurité n'arrive même pas à intervenir et il enchaîne les splashs du haut de la 3e corde. Finalement Rollins va sortir du ring, lui qui crache du sang. Alors déjà sur la première partie avec CM Punk, Drew McIntyre et Seth Rollins, il n'y a pas grand chose à dire, on est sur la continuité de SummerSlam, donc il n'y a pas grand chose de plus. On va continuer cette histoire entre Punk et McIntyre, ça c'était logique et évident, et on peut imaginer Bash in Berlin, prochain PLE, un autre combat entre les deux. Pour l'autre partie, on avait vu plutôt un Bronson Reed très énervé de ne pas avoir de match ce soir et de ne pas être mis en avant. C'est pour ça qu'il s'en prend à Seth Rollins, il veut marquer les esprits et là clairement on nous vend un Seth Rollins qui va être blessé. C'est Adam Pearce qui le dit, Seth Rollins a été envoyé à l'hôpital et c'est pour écarter Rollins de cette histoire entre Punk et Drew McIntyre, ce qui fait sens parce qu'on veut une histoire 1 contre 1 pour le moment et Rollins aura son histoire contre Punk dans un second temps. Mais pour le moment, il doit être écarté. Et je trouve que c'est plutôt malin de le faire de cette manière là parce que j'ai pas forcément envie de voir une histoire entre Reed et Seth Rollins maintenant honnêtement, mais si c'est simplement un Rollins qui est écarté du ring et écarté des écrans WWE pour plusieurs semaines, moi ça me va, c'était assez violent, assez impactant. AOP font face au New Day, alors j'en ai rien à faire, vraiment rien à faire et le public pourtant essaye, hein. Vraiment le public est à fond, sauf que moi j'en ai rien à faire, mais qu'est-ce qu'on va retenir? Eh bien c'est les débuts du côté de Raw de Odyssey Jones qui pendant le match, après des interventions de Karrion Kross, va s'en prendre à Karrion Kross, ce qui va aider Xavier Woods sur le ring qui va remporter le match pour le New Day, et après le match, Odyssey Jones va faire le ménage, va s'en prendre à Akam et Rezar, une énorme prise sur les deux, va s'en prendre ensuite à Karrion Kross, et va célébrer avec le New Day. Il fait enfin ses débuts du côté de Raw. Ça fait un moment qu'il a été drafté du côté de Raw. Ça fait un an, un truc comme ça, 1 an et demi, 2 ans, 8 ans, je ne sais plus. Vraiment, je n'ai plus la notion du temps avec Jones. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est là maintenant. Alors, est-ce qu'il est prêt? Je ne sais pas. On sait que c'est un big man qui avait des capacités du côté de NXT, mais on n'avait pas compris à l'époque pourquoi il avait déjà été drafté alors qu'il n'avait rien fait du côté de NXT, mais juste il avait un potentiel. Eh bien, on va voir si ce potentiel va vraiment éclore du côté du roster principal. Mais pour le coup, moi qui crache beaucoup sur cette histoire, voir Odyssey Jones, c'est pas que ça m'a fait plaisir, mais ses débuts étaient assez impressionnants. Austin Theory et Grayson Waller font face à Awesome Truth dans un combat de 3-4 minutes. Oui, les deux équipes ne sont pas dans le même roster, mais ça fait suite à ce qu'il s'est passé du côté de SummerSlam où les deux se sont battus avec la célébrité qui était présente. Du coup, on a ce combat du côté de Raw. Le combat était plutôt divertissant, c'est 3 minutes. Le public est une nouvelle fois à fond dans le combat. Ça, je dois vraiment le noter. Le public est très investi derrière Awesome Truth, mais surtout, R-Truth va faire une nouvelle erreur. Il va faire le tag sans réellement le vouloir et surtout en surprenant The Miz. Ça va leur coûter le match parce que The Miz est surpris, R-Truth aussi, et du coup Theory et Waller vont prendre le dessus et c'est Theory qui va faire le tombé gagnant. On ne joue plus là sur la trahison possible de Austin Theory ou de Waller, on ne joue plus sur la cassure de ce duo. Bizarre, ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines qu'on nous teasait quelque chose et là plus rien. Ok, je ne comprends plus rien. Damian Priest fait face à JD McDonagh dans un combat de 5-6 minutes. Évidemment, ce qui s'est passé après le match était tellement important et fort qu'on va beaucoup en parler. Mais le match, il faut en parler, il était vraiment qualitatif. Je l'ai beaucoup apprécié. Un JD McDonagh qui est accompagné de Carlito, ce qui va lui permettre de prendre l'avantage à de nombreuses reprises après des interventions de Carlito. Mais le match était vraiment excellent. Avec ce Damian Priest qui est en babyface, qui catch un peu de la même manière. Ça ne change pas grand chose, mais ça reste de qualité. Franchement,
Franchement, très plaisant. On a un contre d'un chokeslam où JD McDonagh va faire un tour sur lui-même puis porter une espèce de descente de la tête. Ok, d'accord, j'ai bien aimé, mais Priest est à 2 doigts de la victoire, mais Finn Balor va intervenir, disqualification, victoire de Damien Priest. Après le combat, Priest se fait attaquer par tout le Judgment Day, arrive à reprendre le dessus, mais suite à une distraction de Liv Morgan, eh bien le Judgment Day arrive à le fracasser, sauf que Rhea Ripley va venir sur le ring, et Ripley va faire le ménage, va poursuivre Liv Morgan, qui elle aussi va réussir à s'enfuir. Il y en a un qui n'arrive pas à s'enfuir, c'est JD McDonagh qui va prendre cher de la part de Rhea Ripley, puis de Damien Priest pour terminer le segment. Énorme pop pour Rhea Ripley et pour Damien Priest. Vraiment les deux ensemble, ces deux gros babyface maintenant, c'est très fort. Je vais essayer d'enlever tout ce que je n'aime pas dans cette histoire et me refocus sur ce que j'aime, parce que là on part sur quelque chose qui va vraiment nous chauffer tous, qui va vraiment être hyper intéressant. On parle de trahison, ça ne peut qu'être bon. Donc évidemment je vais mettre toute mon aigreur de côté et profiter, parce que là vu la pop, vu l'ambiance générale lors de ce segment, il faut profiter. Io Sky fait face à Sonya Deville dans un match de 5 minutes. Et oui, c'était Dakota Kai qui devait affronter Sonya Deville, mais le clan de Deville s'en est pris à Dakota Kai en backstage et c'est Io Sky qui va venir. Est-ce que c'était vraiment un bon plan? Pas sûr du tout, parce qu'on connaît les qualités de Io Sky et c'est elle la leader de Damage Control aujourd'hui. Le match est pas mal, c'est 5 minutes très correct, sauf que le public en a rien à faire. Très compliqué de passer de ce segment au segment précédent quand tu vois l'ambiance qu'il y avait auparavant. Mais le match est correct, surtout je vais retenir ce que font Kairi Sane qui accompagne Io Sky et Io Sky, ce saut du haut de la 3e corde à l'extérieur du ring où Io Sky va porter son moonsault et de l'autre côté on a Kairi Sane qui porte son inside elbow. Sur le ring, Io Sky en profite, moonsault 1, 2, 3, victoire de Sky sur Sonya Deville. Est-ce que c'était vraiment utile de faire perdre Deville de cette manière là comme ça? Je suis pas sûr que pour sa crédibilité ce soit vraiment très cool, je suis pas sûr que ça l'aide énormément. Et dans le main event, les Wyatt Six font leur début sur le ring face aux Creed Brothers et Chad Gable. Un combat de 8-9 minutes, quelque chose comme ça. Déjà très heureux parce que les Wyatt Six vont enfin avoir un vrai thème d'entrée. Et c'est le dernier de Bray Wyatt, donc c'est Shatter, si je dis pas n'importe quoi. J'adore ce thème, je le trouve génial. Et donc l'entièreté de la Wyatt Six va être présente avec un Bo Dallas qui va être présente sur la Rocking Chair version Bray Wyatt. Évidemment, la petite touche fait plaisir. On attendait beaucoup de ce combat pour voir à quel point la Wyatt Six allait être pertinente ou non sur le ring. Déjà, ils enlèvent leur masque. Très bien, heureusement. Et ils catchent comme des catcheurs, tout simplement. Et ça, c'est le plus gros point positif de tout ce clan, c'est qu'on arrête le côté surnaturel sur le ring. Pas de boule de feu ou quoi que ce soit. Non, c'est 3 catcheurs qui vont catcher comme des catcheur. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a vu à quel point le côté surnaturel avait pu perdre Bray Wyatt et les bookers surtout. Et bien là, on fait quelque chose de plus simple. On a juste 3 hommes qui veulent détruire leur adversaire et c'est ultra plaisant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Joe Gacy, qui était du côté de NXT, vous allez vite le découvrir, c'est le meilleur catcheur des 3 et il l'a prouvé déjà dans ce match. C'est lui clairement qui va être la continuité dans le match, qui va être le côté pertinent sur le ring pour les Wyatt Six. Parce qu'à côté de lui, on a Dexter Lumis qui lui va être le côté un peu folie, hein, on le voit se balancer un peu partout, des descentes de la cuisse, en veux-tu, en voilà, et puis le big man, Eric Rowan. Et je trouve que les 3 ensemble, ça a parfaitement fonctionné. C'était un match ultra divertissant, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce combat. Évidemment, tous les symboles, toutes les références qui sont faits à Brody Lee et à Bray Wyatt, ils font énormément plaisir et te touchent énormément. Mais si on parle simplement de pur catch, c'était un superbe match. En plus, en face, on a les Creed Brothers qui peuvent enfin montrer de quoi ils sont capables et ça, j'en suis très heureux. Non, rien à dire de plus, les Wyatt Six vont l'emporter avec un super finish et j'ai hâte d'en voir plus. Vraiment, j'ai déjà hâte d'en voir plus parce que c'est exactement de cette manière-là qu'il fallait les booker. Bilan de ce Raw, eh bien c'était assez dingue, on va être sur un 9 de mon côté. Le public a vraiment rendu ce show incroyable. Pas que le show soit mauvais sur le papier, vraiment il y a de très gros segments qui sont très cool et de superbes matchs dont le main event, mais le public a vraiment été incroyable de A à Z. Le public de Baltimore, eh bien bravo à vous, vous avez été excellent, vous avez popé pour tout ou presque, mais c'était vraiment génial d'avoir un public de ce type là qui était hyper investi. Forcément ça aide pour avoir un superbe show. On est maintenant sur la route de Bash in Berlin et là on voit les choses se mettre en place avec Gunther Orton qui sera sûrement le main event et ça va être génial. Et puis même ce qu'il se passe avec la Wyatt Six, ce qu'il se passe avec Breaker qui affrontera Sami Zayn la semaine prochaine à Raw dans un match au meilleur des 3 tombés, ça va être incroyable. Non, rien à dire de plus, c'était génial. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces
pouce vers le haut, à vous abonner. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à voir mon PayPal et à me faire des dons. Nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut, salut!